Chapitre 9. Les retrouvailles. José arriva dans la soirée de vendredi et rejoignit sa mère et ses sœurs à l'hôtel de France. Il avait aujourd'hui 23 ans et plus personne ne l'appelait Joselito. Il terminait son service militaire dans l'armée active. La loi du 23 juin 1889 avait institué la naturalisation systématique des enfants nés en France, d'étrangers nés en France ou en Algérie, de parents nés à l'étranger. Cette loi, instituant la nationalité française par le droit du sol, avait permis à la famille Campero de devenir française. Cette loi ne concernait pas les musulmans d'Algérie, régis par le Senatus Consulte de 1865. Pour être pleinement français, le musulman devait se soumettre à une procédure très contraignante. En 1865, Napoléon III avait souhaité permettre aux musulmans de garder la possibilité de rester assujettis au droit coranique, à savoir la polygamie, le droit paternel de marier son enfant, la répudiation de la femme mariée, la théorie de la filiation légitime de l'enfant endormi pendant 5 ans après la dissolution du mariage, et le privilège des hommes en matière de succession. Peu de musulmans demandaient la nationalité française pour ne pas être soumis au Code civil français. En contrepartie de la nationalité française, les enfants d'émigrés européens ont eu des obligations militaires. Joseph avait été incorporé en 1891 comme simple zouave et il terminait après 3 années de service actif en qualité de caporal-chef. Les officiers invités au mariage lui avaient fait une place dans leur diligence et lui avaient proposé de le loger dans la caserne. « Bonjour, mère, êtes-vous bien installée ?» dit-il en embrassant Maria. Rose, Claire et Éléonore se promenaient dans le parc. Dès qu'elles aperçurent une chéchia rouge se pencher vers leur mère, elles accoururent. « José, quel bonheur de te revoir après 6 mois sans permission !» s'exclama Rose, arrivée la première. Éléonore lui sauta dans les bras et il la fit tournoyer dans les airs. Claire déposa timidement un baiser sur ses joues dès que la ronde s'arrêta. Maria se leva, prit son fils par la main et l'obligea à s'asseoir. « Laissez-le tranquille, il a certainement soif et dans un instant le souper sera servi. » Le repas, bien que frugal, fut joyeux et animé. « José, raconte-nous tes pérégrinations de ces derniers mois, » réclama Rose tout excitée. Nous avons quitté Tlemcen début octobre 1893 pour nous rendre à Sebdou. Cette trentaine de kilomètres sac au dos, escaladant la montagne, fut rude, mais le spectacle à l'arrivée fut grandiose. Une source jaillissant du flanc de la montagne formait une belle cascade qui nourrit un petit ruisseau limpide serpentant dans le village. C'était une oasis avant les hautes plaines, terrains arides où seul pousse l'alpha. Nous sommes arrivés au village le jour du marché, fréquenté par les tribus de Djebel Amour. Au milieu des laines et des épices se dressait une table, derrière laquelle un juge de paix, grand arabe vêtu d'une longue blouse noire, et son scribe interrogeaient un autre arabe en guenilles qui venait d'être pris sur le fait en train de voler des pommes. Le commerçant victime gesticulait dans tous les sens en vociférant et le juge avait du mal à se faire entendre. Cette justice populaire ambulante ne s'adresse qu'aux infractions mineures. Les cas les plus sérieux, comme les crimes et délits, sont jugés au tribunal de Sebdou. Notre présence dans cette localité se justifiait par une exécution. Nous devions sécuriser la région pour éviter tout soulèvement de la tribu du condamné à mort, Mustapha Ben Larbi. Ce dernier se présenta devant l'échafaud, tenu par 2 malabars enturbanés. Il dressait fièrement la tête en jetant des regards haineux vers la foule qui se pressait. Il trouva celui qu'il cherchait, son patron, le colon français responsable de son sort. Cet homme l'avait accusé de vol et de tentative de viol sur sa fille. En réalité, la jeune fille venait sans cesse relancer Mustapha dans les écuries et un jour il avait osé l'enlacer. Surprise par son père, la demoiselle s'était écriée au viol. Le tribunal avait prononcé sa sentence, mais je n'étais pas vraiment convaincu de la culpabilité de l'arabe, et lorsqu'il fut ligoté sur la planche, je détournai les yeux de la guillotine.
Nous avons repris la route, sac au dos, pour aller camper dans le désert. Les nuits étaient froides et le modeste repas ne nous apportait pas notre besoin en calories. Heureusement, il y avait de l'eau de vie. Après 3 jours de marche, nous avons fait étape à El Gor, près de l'ancien oppidum romain. C'est un lieu de réunion des tribus nomades. Nous avons pu enfin boire du lait de chèvre. Quelques jours plus tard, nous avons rejoint le campement militaire de Ras Alma, où nous avons été tour à tour maçons, charpentiers et tuiliers pour réparer ou reconstruire les bâtiments du poste. En réalité, nous ne travaillions que 2 jours sur 6. Le reste du temps, nous le passions à chasser le lièvre. Après quelques mois, nous avons reçu l'ordre d'aller contrôler les travaux publics, voies de chemin de fer, routes, etc., exécutés par les détenus militaires. Enfin, nous avons stationné quelque temps à El Arisha, sur les hauts plateaux, avant de revenir sur Tlemcen. Voilà, mes chéris, vous savez tout ce que j'ai fait depuis 6 mois, dit José en terminant son récit. C'est extraordinaire la vie d'un zouave, s'exclama Claire. Pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas faire leur service militaire? Ma chérie, répondit Maria, tu as toujours des idées hors du commun. Les femmes ne résisteraient pas, elles sont trop faibles et fragiles pour marcher et se battre. Maman a raison, reprit José. Je suis sûre que tu ne pourrais même pas porter mon fusil à 9 coups, le Kropatschek. Les femmes ne sont utiles à l'armée qu'en qualité d'infirmières en temps de guerre. Claire se renfrogna, mais elle finit par sourire à son frère bien-aimé. À la nuit tombée, ils se séparèrent en s'embrassant chaleureusement. François Manuel n'arrivait que le samedi matin avec ses collègues serruriers et il logerait le soir chez un ami de son patron.